Bonjour à tous, bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Emmanuel Macron a multiplié hier les signes d'apaisement à l'égard des militaires. Il leur a redit que leur budget serait le seul à augmenter en 2018. Est-ce que vous avez le sentiment que la confiance est restaurée ? Je crois qu'elle sera dure à restaurer entre, pas seulement les armées et le président de la République, mais entre les citoyens et le président de la République sur les questions de défense. Pourquoi ? D'abord parce que c'est Emmanuel Macron qui avait confirmé Pierre de Villiers comme chef d'état-major des armées. En lui confirmant qu'il aurait les moyens de mener à bien ses missions. Il y a un chef d'état-major qui conteste publiquement la politique du président. Est-ce que le problème n'était pas là ? Rappelez que le chef d'état-major des armées, en tout cas l'ancien chef d'état-major des armées, s'est exprimé à la demande de l'Assemblée nationale, dans un exercice parfaitement légal et démocratique, ce qui est même plutôt un progrès que de pouvoir entendre des responsables militaires devant l'Assemblée nationale exprimer leur vision de l'avenir de la défense. Donc il l'a fait dans un cadre parfaitement légal. Qu'aurait-on voulu qu'il mente, qu'il se taise sur l'évolution du modèle des armées, ou qu'il dise qu'avec 850 millions d'euros de moins en 2017, il n'a pas les moyens de mettre en œuvre des politiques de sécurité. Donc il a dit sa vérité, ou en tout cas la conception qu'il avait de l'avenir des armées. Et pour cela, il est rappelé à l'ordre par le président de la République. Moi, je ne conteste pas que le chef de l'État puisse exprimer de l'agacement, mais après tout, on est dans un exercice démocratique et il a voulu, à partir de là, faire preuve d'autorité. Et à mon sens, elle est assez déplacée, cette preuve d'autorité. Ça traduit quoi, justement, ce conflit qu'il y a eu ? Oui, je pense qu'il y a une forme je ne sais pas comment dire ça autrement, mais d'immaturité, une sorte d'hubris, de démesure, de volonté d'exprimer un rôle de chef dans un registre qui me paraissait, ou un répertoire assez déplacé, quand il avait lui-même confirmé le chef d'état-major, quand s'était lui-même, je m'en souviens, engagé lors de l'élection présidentielle. Nous partagions d'ailleurs ce point de vue sur le fait de maintenir les moyens des armées et de notre sécurité. Nous luttons contre le terrorisme. Nos soldats sont engagés sur plusieurs théâtres extérieurs. Ils ont besoin d'être protégés dans leur mission pour nous protéger efficacement. Et je crois que sur ces questions-là, il a manqué à sa parole devant les Français, pour commencer, en n'honorant pas ses engagements sur les moyens donnés en 2017 aux armées. Il a manqué à sa parole au général de Villiers. Et à partir de là, il a créé lui-même une situation de crise dont il a voulu s'échapper par un acte d'autorité, mais que personne n'a véritablement compris quand il s'est traduit par une humiliation publique du chef d'état-major des armées. On ne comprend pas bien, ou en tout cas pas grand monde n'a compris cette décision-là. Alors, bonne nouvelle, malgré tout, en 2018 pour le budget des armées qui doit augmenter. En revanche, les autres secteurs font grise mine, puisqu'il annonce qu'aucun autre budget ne sera augmenté. Et c'est même un sacré coup de rabot, puisque Gérald Darmanin annonce 10 milliards d'euros d'économies à trouver l'an prochain. En même temps, Emmanuel Macron dit « Je tiendrai mes promesses, les créations de places de prison, les créations de postes de policiers, ça vous semble possible ?» Ça vous inquiète, ce coup de rabot, 10 milliards d'euros ? Je m'inquiète pour les écoles, je m'inquiète pour les collèges, pour les lycées, je m'inquiète pour les hôpitaux. Je m'inquiète pour tous ces services publics où on est déjà sous tension et où on a besoin d'effectifs supplémentaires. Vous avez aujourd'hui, en raison de l'évolution de la démographie scolaire, des écoles dans lesquelles il n'y a pas de remplaçants, où on voit bien que les classes sont toujours surchargées. C'est pas parce qu'on fera quelques mesures spécifiques sur les classes en zone d'éducation prioritaire que pour autant ces questions-là seront réglées. On voit qu'il y a des hôpitaux dans lesquels aujourd'hui, par manque de personnel, ce sont les conditions de prise en charge des patients qui sont mises en cause. Grosse coupe aussi, il y a eu dès cette année sur l'enseignement supérieur. La recherche. 330 millions d'euros en moins sur la recherche, c'est-à-dire la préparation de l'avenir, et sur l'université, c'est-à-dire je crois que sur l'université c'est près de 100 millions d'euros en moins, et on se retrouve dans cette situation où on ne peut pas accueillir des étudiants alors qu'ils ont le bac. Et c'est un des sujets de cette rentrée que de voir qu'avec le système APB, on a été obligé de passer par des tirages au sort, qu'en clair, il y a près de 90 000 lycéens qui ne trouvent pas leur place. Comment régler cela ? Je rappelle d'abord que la réponse du gouvernement aujourd'hui, c'est mettre plus de sélection. Mais il y a déjà un prérequis pour entrer à l'université, c'est le bac. Parce que le bac, c'est un grade universitaire. Est-ce que c'est suffisant ? Oui, mais que faites-vous des 90 000 étudiants si vous ne les accueillez pas à l'université ? Vous avez eu le bac, vous avez le droit de rentrer à l'université, à l'enseignement supérieur, mais on vous dit qu'il n'y a pas de place. Et la réponse c'est, il faut faire davantage de sélection. Ça, c'est la réponse du gouvernement. Benoît, je ne le crois pas. Et je pense que si on continue à baisser les moyens de l'université, oui, on va se retrouver dans la situation où il n'y aura pas d'autre choix que de faire de la sélection pour constater par ailleurs que des étudiants auront eu leur bac,
mais seront sans issue en matière de poursuite d'enseignement supérieur. Ça ne me paraît pas être la bonne solution. Qui est aujourd'hui le leader de la gauche? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon avec ses 20% à l'élection présidentielle, son groupe à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est lui aujourd'hui le patron de l'opposition à gauche? C'est une drôle de question. D'abord, la gauche n'aime pas les patrons. En tout cas, d'avoir un patron comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il y a de la pluralité, il y a de la diversité, et tous ceux qui ont eu une prétention hégémonique sur la gauche, en général, ont échoué. Et la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, elle est importante. Il est arrivé en tête de la gauche. Il a évidemment une responsabilité importante. Et cette responsabilité qui lui incombe, comme elle m'incombe, et à tous celles et ceux qui s'intéressent à l'avenir de ce pays, c'est de rassembler une famille politique. Et bien, comme beaucoup d'autres, je le jugerai sur les actes qu'il posera dans ce domaine et pas autre chose. François Hollande doit s'exprimer ce soir, première prise de parole publique pour évoquer sa fondation. Il n'a jamais dit clairement qu'il prenait sa retraite. Est-ce que vous pensez qu'il peut revenir sur la scène politique comme on l'a vu avec Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous le souhaitez? Vous êtes en forme. Est-ce que je souhaite qu'il revienne? Non, écoutez, je pense qu'à un moment, il faut tourner la page. C'est pas que je ne l'empêche pas de le faire, mais je crois qu'il a lui-même décidé de ne pas être candidat à sa propre succession. Pour revenir 5 ans après, ce serait un peu étrange. Donc, je ne suis pas François Hollande et je ne suis pas dans sa tête. Mais non, je pense qu'il a tourné la page. Voilà. Un mot pour terminer sur le Front National qui tient un séminaire pendant 2 jours à huis clos pour régler ses comptes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un Front National qui abandonnerait par exemple la sortie de l'euro, il serait encore plus redoutable? Écoutez, moi je pense que le Front National, peu importe ce qu'il dit, il monte. Et je crois que son programme sur l'euro ou pas l'euro, aujourd'hui, est parfois indifférent au vote de celles et ceux qui choisissent de voter pour lui, comme pour faire mal au reste de la classe politique. La Même si elle n'a pas fait un score excellent au second tour, pour vous, Marine Le Pen n'est pas sortie affaiblie cette année. Elle n'a pas gagné, mais je rappelle qu'elle a fait un score historiquement élevé, largement supérieur à son père. Donc il n'y a pas eu, à mes yeux, une défaite de l'extrême droite. Il y a même une défaite des partis qui se sont opposés à l'extrême droite, à voir qu'elle est aussi puissante. Et je dis aujourd'hui que des politiques qui réduisent les moyens des services publics, des politiques qui vont rendre le licenciement plus facile demain, qui vont fragiliser le pouvoir d'achat des Français, qui feront qu'on sera moins bien payé pour son travail. Vous dire quoi, que la politique d'Emmanuel Macron favorise le Front National? Je pense que les politiques néolibérales, ces politiques qui aujourd'hui considèrent qu'il y a trop d'État, qu'il y a trop de code du travail, qu'il y a trop de tout ce qui protège aujourd'hui les Français, trop de sécurité sociale, etc., que ces politiques partout font monter l'extrême droite et le nationalisme. Et qu'il n'y a pas de raison en France que cela ne continue pas. Et c'est pour ça que je suis inquiet des choix qui sont faits aujourd'hui, car nous sommes aujourd'hui instruits par l'expérience. On sait ce qui se passe ailleurs, nous savons ce qui se passe dans notre propre pays, et quand on regarde avec, je crois, sérieux les choses, on sait faire un lien entre ces politiques qui fragilisent les Français et la montée de l'extrême droite. Et oui, il y a beaucoup de dangers et de menaces dans les choix politiques de cette rentrée réalisée par Emmanuel Macron. Merci beaucoup Benoît Hamon.